Ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être connectés pour ce énième webinaire de l'APSI. Je suis Yacine Kao, premier vice-président de l'APSI et par ailleurs RSSI. Alors, avant de débuter, il est important pour ceux qui ne connaissent pas l'association de faire un peu d'historique. L'APSI, en fait, a vu le jour en septembre 2020 précisément, suite à un besoin des acteurs de la sécurité de l'information de mettre en place un cadre d'échange. Donc, au début, c'était principalement des RSSI de banques, voilà, qui ont voulu partager certaines problématiques qu'ils avaient. Et par la suite, tout cela a été formalisé le 25 janvier 2022 par la création officielle de l'APSI. Donc, l'APSI a eu son agrément officiel en 2022. Alors, il faut dire que de 2020 à 2022, plusieurs autres entités et compétences ont intégré la PSI. Voilà. Donc, notamment des consultants en cybersécurité, des ingénieurs en sécurité et même des offreurs. Alors, en termes d'objectifs aujourd'hui de l'APSI, alors, il s'agit notamment de pouvoir permettre aux, aux différents membres d'échanger, donc les différents professionnels de pouvoir échanger entre eux. Également de renforcer les capacités des membres parce que au sein de la cybersécurité, on le sait, il y a différents domaines. Donc, certaines personnes peuvent être experts sur certains sujets par rapport à d'autres moins. Alors, donc, c'est vraiment de renforcer ces capacités entre membres. Également de valoriser les métiers de la sécurité de l'information et aussi de sensibiliser le public aux enjeux de sécurité, ce qu'on fait comme les webinaires, comme ce qu'on fait présentement, et également de contribuer aux orientations nationales en matière de cybersécurité. Donc, c'est vraiment les grands objectifs que l'APSI s'est fixé. En termes d'activité, depuis sa création, donc l'APSI a participé à plusieurs activités, donc a réalisé pas mal de webinaires, pas mal de sessions de sensibilisation, qu'elles soient externes comme ce webinaire et même internes, et également rédiger pas mal de documentation en termes de sécurité pour les membres, donc pour tous ceux qui font partie en fait de cette association. Alors, il est important de savoir que l'APSI est ouverte, donc cette association est ouverte à toute personne, donc tout Ivoirien qui exerce dans le domaine de la sécurité, de l'information et même de la cybersécurité. Et nous sommes disponibles sur notre site apsi.ci, donc notre site web, et également sur différents réseaux sociaux, notamment LinkedIn, YouTube et également Facebook. Ce qu'il faut savoir au-delà de ce que j'avais dit tantôt, c'est que lorsque vous rejoignez l'APSI également, vous bénéficiez d'offres préférentielles parce que cette association elle est partenaire avec pas mal de cabinets de formation. Donc, vous gagnez en termes de compétences parce que vous allez investir moins, voilà, et gagner en compétences. Donc, j'incite vraiment tous ceux qui sont dans ce domaine, qu'ils aient une année, 2 années d'expérience ou même 20 ans d'expérience. C'est tout ce maillage-là qui permettra à l'association de vraiment se développer. Alors, pour ce webinaire de ce jour, nous serons guidés donc, par Monsieur Abdelmalek Maji, donc, qui est fondateur de IN Advice. Donc, Monsieur Abdelmalek a 12 années, plus de 12 années d'expérience dans la cybersécurité, donc, notamment à l'international. Il est spécialisé sur les aspects de gouvernance, risque et conformité. Donc, il va nous entretenir sur l'utilité donc de la norme ISO 27001 dans le traitement des nouvelles menaces dont font face les organisations de ce jour. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Abdelmalek. Donc, n'hésitez pas, pour tous ceux qui nous suivent, pour toutes les questions, vous pouvez les mettre dans le chat YouTube. À la fin, je me ferai fort de pouvoir les retranscrire à Abdelmalek.
Bon webinaire sur ce et à tout à l'heure. Merci beaucoup Yacine. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie la psy et en fait aussi notre audience qui nous regarde aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est Abdelmalek Neji. Je suis président fondateur de Anadvice. Donc, c'est une IT consulting firm qui est basée au Maroc, quoique je suis basé au Luxembourg. Donc, en fait, on est spécialisé dans tout ce qui est cybersécurité et couche GRC, qu'on peut voir dans le slide suivant. Si vous voulez juste descendre, Yacine. Et donc, on a trois silos principalement, ou quatre, donc à savoir en fait tout ce qui est GRC, donc ISO 27001, 22301, 9001 et j'en passe. Donc, on fait toute la couche GRC, gouvernance, risque et conformité, qui sont en relation avec, suivant, avec le système d'information. Aussi, on gère tout ce qui est. Est-ce que vous pouvez juste aller au slide suivant, Yacine, Marc, slide suivant, encore, 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 encore. Voilà, nos services. Et on gère aussi la partie cybersécurité, à savoir la sécurité offensive, mais aussi défensive, donc à savoir les pentests, les audits de configuration, de performance et les audits de sécurité de manière générale au niveau technique. On fait aussi les services managés à travers nos partenaires, comme par exemple Fortinet, comme Acronis, qu'on peut voir dans les slides suivants. Donc voilà, en ce qui me concerne moi, donc je suis à Négir, donc j'ai de l'expérience à l'international, notamment au Maroc, Cameroun, Mauritanie, France et maintenant au Luxembourg, avec des grands clients. Donc voilà, bon. Donc les zones d'intervention, donc le scope, le périmètre en fait de champ d'intervention, c'est l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, jusqu'à aujourd'hui. Après, on verra. Et le but en fait de cette conférence, c'est de parler un peu de la norme ISO 27001. Donc, initialement, donc, le nom, c'est la norme ISO 27001 est-elle vraiment à renforcer la sécurité de l'information dans un contexte de menaces de plus en plus évolué? Initialement, le titre était est-ce que la norme ISO 27001 est obsolète? Notamment, en fait, on se pose la question avec l'IA, notamment, et avec l'apparition d'une norme qui s'appelle ISO 42001. Et pour répondre à cette question, donc, en fait, moi, je préfère commencer déjà par le rôle de la ISO 27001. C'est quoi cette norme-là? Qu'est-ce qu'elle définit en réalité? Donc, la ISO 9001, pardon, la ISO 27001 qui est bien sûr en relation avec la 9001. Donc, il définit en fait les exigences de la mise en place d'un système de management de sécurité informationnelle. Et en fait, elle fournit pas beaucoup de technicité dans la mise en place, mais en fait plus de la gouvernance, à savoir en fait qu'est-ce qu'on met comme processus directionnel, donc managérial, et un peu des directives, des guidelines pour tout ce qui est technique, mais sans fournir tout ce qui est vraiment technique. Donc, je vous donne l'exemple par exemple. Si quelqu'un, donc je parle littéralement, veut par exemple, il a besoin de dormir, donc il a besoin d'une chambre à coucher. Donc, lui, son besoin, c'est juste la chambre à coucher, mais on peut traiter sa demande séparément si, par exemple, il peut dormir dans un conteneur, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Donc, en entreprise, on ne fonctionne pas comme ça, donc on préfère avoir, donc, par exemple, la chambre à coucher, ou bien en fait un processus défini dans un tout qui est l'organisme. Et dans le cas de la chambre à coucher, dans l'appartement, ou bien dans la maison. Donc, qu'est-ce que fournit la ISO 27001? C'est en fait, oui, on veut le processus X, par exemple, la gestion d'incidents, la gestion tout ce qui est attaque malware, etc., mais dans un cadre qui nous permet de gérer de bout en bout, de top to bottom, donc c'est-à-dire en fait du top management jusqu'au petit technicien ou petit agent de l'organisation, comment on peut gérer ce processus et pas que celui-là, donc comment on peut gérer la sécurité informationnelle au niveau de l'organisme en entier. Donc, voilà. La deuxième question, c'est pourquoi la norme ISO 27001 ne donne pas un niveau de taille vraiment granulaire durant l'implémentation de ces mesures de sécurité. Ça, en fait, c'est pour la simple raison que la ISO 27001, donc, elle s'applique à tous les types d'organisations. Donc, par exemple, on peut certifier une cuisine. Vous allez me demander pourquoi. On peut certifier, par exemple, un restaurant, etc. Une agence nucléaire, une agence spatiale, donc tout ce que vous pouvez imaginer. Et pour rester dans ce niveau, en fait, de high level, dans ce niveau-là, il faut fournir des mesures de sécurité et des processus qui sont appliqués vraiment à tout. C'est pourquoi, en fait, on trouve que, par exemple, la norme PCI DSS, il fournit des instructions spécifiques. Voilà, vous mettez ça, un antivirus, de mettre à jour pour les données de carte bancaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il cible que les entreprises qui traitent les données de carte bancaire. Que ce soit, par exemple, peut-être un restaurant, parce qu'en fait, il y a du paiement en ligne pour les commandes.
côté, pourrait être en fait une, euh, une banque ou bien une plateforme de trading, par exemple, mais que ça. La ISO 27001, par contre, non. Donc, on peut certifier une cuisine. Pourquoi une cuisine? Parce qu'en fait, on peut avoir une chaîne de restauration, par exemple, et on peut avoir des informations qui sont sensibles dans les cuisines, qui sont les recettes, par exemple, les recettes qui sont top secrètes. Donc, voilà. Et pour, en fait, garder ça général, donc on ne peut pas, en aucun cas, fournir vraiment des instructions purement techniques pour chaque point de contrôle. OK, donc troisième question, c'est, j'entends souvent, en fait, chacun peut interpréter la norme comme il veut. Franchement, je suis pas convaincu parce qu'en fait, donc, je participe beaucoup à des conférences internationales avec des experts, avec même des gens qui font partie des cellules de l'élaboration de la ISO, norme ISO, notamment ISO 27001. Et en fait, c'est pas ça le but, c'est pas ça le principe. En fait, la norme, elle est bien écrite, elle est bien claire, mais on peut l'implémenter différemment, pas le comprendre différemment. Si ça dit qu'on doit avoir un document, c'est qu'on doit avoir un document. Ou bien on doit avoir de l'information documentée pour rester plus général. Et donc, par la suite, si par exemple, on trouve qu'il doit y avoir une politique, par exemple, de gestion d'incidents, clean desk policy, donc on peut avoir le tout dans un seul fichier Word, mais en fait, on doit avoir chaque bout de process ou bien de clause doit être documenté n'importe comment, peut-être sur des papiers, peut-être sur des solutions de gestion documentaire, ECM, etc., j'en passe. Mais en fait, on ne peut pas, par exemple, lire la clause qui dit que clairement, on doit voir le document et l'ignorer. Ou bien on peut dire que on répond à ce type de risque, donc ça va, on peut le faire comme on veut. Non. Donc la norme, il est clair, plus ou moins, on va dire, mais ça peut s'implémenter différemment. OK, donc la question suivante, c'est comment la norme peut nous aider à nous protéger des menaces évoluantes. Donc, en parcourant la norme, en fait, donc, on a des clauses qui sont généraux, qui sont communs avec tous les systèmes de management, on va dire. Ça suit l'annexe SL et ça suit aussi, en fait. D'ailleurs, ces normes-là, elles sont nommées normes type A, qui définit les exigences de la mise en place du système de management, peut-être de la qualité, de la continuité, de la sécurité, du data privacy, donc, et je passe. Donc, ces clauses-là qui sont en fait plus ou moins les mêmes, à savoir la définition du périmètre, la compréhension du contexte de l'organisme, le sponsorship, le leadership, donc la politique du système de management de manière générale, et j'en passe, donc en fait, les briques de la norme ISO, pas de l'annexe, les annexes, il y en a. Après, on a en fait des points de contrôle. Quoique les points de contrôle ne sont pas vraiment très cadrés, en fait, oui, ils sont cadrés, mais donc pas beaucoup de spécificité. Si juste par exemple le point de contrôle qui s'appelle contrôle code malveillant, donc en fait, ça laisse l'implémenteur ou l'organisme choisir bien en fait comment il peut contrer leurs menaces qui sont en provenance des codes malveillants, que ce soit sur le web ou en fait sur des fichiers, etc. Et donc en fait, on peut par exemple imaginer des solutions type des XDR, des antivirus, des ITM, des IDS, IPS, etc. Des GPO, des Group Policy Objects, voilà, des policies de groupe, sur Windows par exemple ou autre, des WAF, donc tout ce que vous pouvez imaginer. Et en fait, ça laisse le choix à l'entreprise de choisir ces solutions sur la base de plusieurs éléments, parmi lesquels, par exemple, le budget. Donc, on peut aller vers des solutions open source, des solutions payantes. S'il y a le support, est-ce qu'il n'y a pas le support? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a beaucoup de concurrence ou pas pour, par exemple, les institutions gouvernementales qui n'ont pratiquement pas de concurrents. Donc, en fait, ça dépend de l'asset, de l'actif en fait, informationnel à protéger. Est-ce que c'est confidentiel, pas confidentiel? Est-ce qu'on a, on a plus besoin de la disponibilité de l'actif plutôt que de le garder secret ou peut-être de le garder intègre, mais pas secret ou pas disponible. Donc, ça dépend. Donc, voilà. Et ces normes-là, en fait, donc, ces clauses, pardon, ces points de contrôle, qu'est-ce qu'ils définissent? Donc, est-ce qu'ils nous aident ou pas? Oui, ils nous aident. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils nous donnent des directives high level pour dire que voilà, on doit avoir un threat intel process. Et rien que ça, en fait, ça nous laisse penser à un threat intel. Donc, on peut aller chercher la solution technique, mais en fait, le process, il est géré au niveau de la ISO 27001. Et ce point de contrôle, par exemple, oui, évidemment, il nous aide à nous protéger contre les menaces qui évoluent au fil du temps. Donc voilà, en ayant par exemple un threat intelligence qui est bien établi, des solutions qui sont bien solides, bien connectées, des sources d'informations qui sont en fait bien diversifiées, on pourra se protéger des risques. OK, donc en parlant de la ISO 27001, donc en fait la ISO 27001 définit les exigences de la norme, mais est-ce qu'on utilise que la 27001 pour un SMSI?
Donc là, je réponds deux réponses. Donc, première réponse, c'est non, parce qu'en fait, il y a une série de normes qu'on appelle série ISO 27000. Donc, du ISO 27001 jusqu'à 700 et plus, dépendant de l'aspect à gérer, voilà, du secteur, etc. Et donc, notamment, on parle souvent de la ISO 27001 pour les clauses. L'annexe A, elle est gérée au niveau de la ISO 27002 qui donne des préconisations de mise en place. Après, il y a la ISO 27003 qui nous aide à comprendre comment implémenter la ISO 27001. La 4 pour l'évaluation, pour le mesurage, la 5 pour la gestion des risques et j'en passe. Voilà. Même l'audit, on a la 7, le 8. Voilà. Donc, on a une série de normes qui va nous aider pour chaque petite clause, pour chaque point de contrôle, à vraiment élaborer, à avoir un process qui est bien ficelé. Par exemple, la 27032. Donc, il n'y a pas qu'une seule norme, mais il y en a quatre normes, 27032. Donc, à savoir la 27032-1, 2, 3 et bientôt la 4 pour en fait la politique, la procédure, la coordination. Voilà. Donc, c'est une multitude de normes qui va nous aider bien à implémenter notre système de management, mais aussi de gérer en fait toutes les sources de menaces, toutes les sortes de risques qui sont en relation avec le système informationnel. Finalement, donc, par exemple, si on parle d'une formation type ISO 27001 Lead Implementer ou Lead Auditor, à quoi on peut s'attendre? Donc, voilà, comme je viens de dire, donc, on ne s'attend pas qu'à la 27001 clause par clause et l'annexe A, mais aussi on parle, par exemple, quand on parle du risque, on touche un peu la 27005, quoi qu'il y a une autre formation qui la gère bien. Quand on parle, par exemple, de l'annexe A, on touche vraiment à la 27002, l'implémentation au 27003, donc vous allez trouver ça clairement dans les cours. Pour l'audit, par exemple, lead auditeur, donc on fait bien référence à la 27007, 8, à la 19011, à la 17000, pardon, oui, 17021-1. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'on parle de la 27001 implémentaire qu'on parle que de la 27001, mais on fait tout ce qui va avec. Et bien sûr aussi, en fait, un bon formateur, donc il va faire, en fait, ramener son expertise et idéalement aussi enrichir le cours avec tout le savoir des participants. Donc ce sera un échange, un enrichissement du cours, un échange, une passation de compétences, partage de l'expertise. Donc voilà, en plus du cours lui-même qui est très riche avec beaucoup de sources d'informations, beaucoup de guidance, pas que la 27001, on trouve même aussi des fois, par exemple, la 27032, on trouve même copie, par exemple, on peut trouver utile, dépendant de chaque cas et comment on peut le gérer. Donc voilà, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions de l'audience, donc je suis en attente. OK, merci Abdelmalek. Merci pour cette brève explication et présentation. Merci Donc, beaucoup. Je voulais oui, en fait le garder bref parce qu'en fait, je sais qu'aujourd'hui, donc, on est trop pris par beaucoup de choses. Et en fait, si on fait une session de 2 heures, 3 heures, il n'y a personne qui va venir, même 1 heure des fois. Donc, quand tu regardes la vidéo qui fait plus de 30 minutes, tu ne regardes même pas. Donc, voilà. Merci beaucoup, Yacine. OK, donc il y a une question. La première question, c'est vraiment de comprendre la démarche d'implémentation de la 27001. Est-ce qu'il y a une démarche claire, quel que soit le type d'entreprise, une démarche à adopter pour une entreprise qui souhaiterait mettre en place un SMSI certifié? Alors, donc, oui, il y a une démarche. Donc, en fait, en tant qu'expert, je parle pas de moi, je parle en fait des experts qui vont implémenter la 27001. Donc, je peux dire que rien que la 27001 suffise parce qu'en fait, même l'ordre des clauses, il est bien fait. Quoique dans l'introduction, vous allez voir que l'ordre, peu importe, mais en fait, on peut pas skipper l'ordre si, par exemple, on peut pas, par exemple, commencer par l'audit. Auditer quoi? Donc, on n'a rien implémenté. Mais bref, donc pour la démarche, il y a la 27003 qui définit bien comment on peut implémenter. Sinon, rien que le sommaire de la 27001, ça définit en fait comment on peut implémenter la 27001, savoir en fait, on doit comprendre le contexte de l'organisation. Donc, on peut le faire par exemple, parce que quand on dit comprendre, c'est pas juste comprendre comme ça, intuition, mais en fait, il faut documenter la compréhension. Comment on prouve à l'auditeur qu'on a compris dans 27001, c'est par exemple dans les formations PECB, on propose par exemple des analyses type SWOT, par exemple, mais il y en a d'autres. SWOT qui définit en fait, voilà, on a quels sont les points forts, quels sont les points faibles, externes, externes. Comme ça, on prouve qu'on a bien compris le contexte. Définition du scope. Après, on fait le sponsorship du top management. Donc, on doit avoir leur passation d'autorité, on va dire, de délégation
pour pouvoir implémenter, parce que sinon, si on n'a pas ce pouvoir-là, on ne peut rien faire dans l'organisme, surtout si on est interne. Après, la gestion des risques, l'analyse du risque, définition du plan de traitement des risques. Après, la définition. À partir de ça, on peut définir quels sont les objectifs de sécurité et aussi définir ou s'accorder sur la DDA, donc déclaration d'applicabilité. Si chaque point de contrôle de l'annexe A, est-ce qu'il est retenu, pas retenu et pourquoi. Après, donc, on a le plan d'action, on passe aux ressources, on supporte de manière générale. Qu'est-ce qui va supporter notre implémentation? Donc, bien sûr, on commence par les ressources, donc les ressources matérielles, logicielles, humaines, internes comme externes. Après, il faut avoir des compétences, bien sûr, pour l'implémentation et la mise en œuvre. Il doit y avoir de la sensibilisation pour tous les collaborateurs de l'entreprise, donc vraiment du top jusqu'au plus bas. Alors, awareness, après, il y a communication. Donc, définir un programme et un plan de communication. Toujours, on parle de la sécurité informationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on doit communiquer, quand, à qui et comment, par quels moyens, par quel channel. Finalement, en fait, la gestion documentaire du SMSI, donc le cycle de vie de la documentation, quand est-ce qu'on peut créer le document, quand est-ce qu'on peut considérer que le document, on peut le jeter, on peut le supprimer définitivement. Après, il y a l'exécution de ce qu'on a défini dans le plan d'action, le traitement du risque, le PTR. Et finalement, là qu'on a tout implémenté, on doit aller vraiment faire des mesures, de mesurage, auditer, faire l'audit interne et présenter ça au management review, pardon, pour faire le management review. Donc, c'est le top management qui doit revoir le tout, tous les KPI, tous les résultats d'audit pour donner des directives, pour voir où est-ce qu'on peut mettre plus de focus, plus d'argent aussi, voilà, plus d'efforts, plus de ressources. Et finalement, suite à quoi, donc on aurait quand même une cartographie des non-conformités et des axes d'amélioration issus des rapports d'audit, voilà, de toutes les sources, des employés, des audits externes, des fournisseurs, des clients, etc. Et en fait, ça, c'est cyclique. Donc voilà la démarche qui suit la PDCA et c'est en fait itératif. OK, OK. Merci Abdelmalek. Deux autres questions. La première, elle est relative en fait à la typologie d'entreprise. Donc, on a une question sur YouTube, hein. Est-ce que la norme ISO 27001 est adaptée au secteur bancaire? Parce que dans ce secteur, on a une norme en fait la PCI-DSS notamment, qui est en fait est dédiée à ce secteur-là. Est-ce que implémenter une norme 27001 dans ce type de secteur d'activité, est-ce que c'est pertinent? C'est la première question. Euh, D'abord, je te laisse répondre et après, je poserai la seconde. Merci C'est beaucoup. mieux. Comme ça, une première question. OK, donc en fait, si vous vous rappelez, donc je viens de parler de la 27001 son rôle et que comme quoi il couvre plus la couche GRC, donc gouvernance et risque et conformité. Et quand on parle par exemple de points de contrôle, j'ai cité l'exemple du contrôle contre code malveillant qui laisse donc l'entreprise choisir en fait le point de contrôle technique. Et en fait, donc c'est pour dire que la norme 27001, donc je peux dire aujourd'hui qu'elle est, d'ailleurs c'est écrit dans la norme, elle est adaptée à tout type d'organisation, même une cuisine, même une chambre à coucher, donc pas que les agents spatiaux, pas que les usines, pas que les banques. Donc oui, c'est adapté. Ça, c'est de un. De deux, donc si vous implémentez la ISO 27001 comme il se doit, donc vous aurez peut-être, je vais dire, avoir la 80% de la conformité avec les autres euh, réglementations locaux qui sont faites. Donc, chaque pays, donc, on a des réglementations locaux, que ce soit dans le domaine bancaire ou autre, qui sont soit basées sur la 27001, soit sur la 27002, et ça se rejoint. Même le GDPR, donc, il traite une grosse partie de la 27001. Et d'ailleurs, si on parle de la PCI DSS, donc, il y a un mapping, si vous cherchez sur Google, vous allez trouver qu'il y a pas mal de mapping, je ne sais pas comment dire ça en français malheureusement, mais en fait, vous allez trouver des clauses qui sont dans le PCI DSS qui sont traitées par la 27001 et vice-versa. Donc, en fait, en implémentant la 27001, troisième des choses ce que je veux dire, d'ailleurs, c'est ça, c'est que donc ça laisse en fait l'extension, en fait, la possibilité de prendre des mesures de sécurité d'autres référentiels, comme COBIT, comme par exemple des petits frameworks, comme par exemple CEH, quoique ce n'est pas un vrai framework, mais voilà, en fait, ça contient des bonnes pratiques. LPT, par exemple, la méthodologie de pentest, donc on peut l'inclure dans la partie technical review. Donc voilà, donc on a le grand cadre, on a les petites briques de gouvernance, de management. Après, la technicité, on peut le gérer via différents autres normes et référentiels. Et pour répondre de manière courte, oui, ça répond en fait à tous les secteurs, y compris les banques. D'accord, c'est très clair.
Alors la prochaine question, euh, euh, quels pourraient être les facteurs en fait qui peuvent occasionner l'échec d'un projet d'implémentation ISO 27001? Donc le top 3 des facteurs Ok. pourraient provoquer l'échec d'un projet d'implémentation. Et quels sont les conseils ou les recommandations que tu pourrais donner à toute entreprise qui souhaite mener de tels projets? Ok, merci beaucoup de limiter le nombre à trois. Alors, donc, la structure de la norme ISO 27001. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais en fait, tu te colles beaucoup à la structure, comme quoi tu n'as pas d'expérience là-dessus. Non, en fait, c'est après beaucoup d'expérience et beaucoup d'essais. Donc, je me suis rendu compte que si on ne suit pas la norme, ça ne va pas marcher. Donc, voilà. Donc, si, par exemple, on n'a pas bien fait la clause 1, qui est le scoping, donc la définition du périmètre, s'il n'est pas bien fait, donc un risque, un échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, ce qui est bonne pratique, donc on ne parle pas de 27001, c'est de commencer petit et puis grandir. Donc, définir un petit scope. Déjà, pourquoi? Pour gagner le sponsorship du top management, leur dire voilà, donc on a certifié que le help desk ou le service desk ou bien le service IT, et voilà, on a abouti à une certification. Comme ça, si on demande plus d'argent, plus de budget, plus de ressources, ils vont accepter parce qu'en fait, ils ont vu le résultat qui est la certification. Deux, si on n'a pas le sponsorship du top management, ça ne va pas marcher. Donc, par exemple, un ciseau qui veut faire de lui-même une ISO 27001, une certification dans l'entreprise, de lui-même, donc oui, il est ambitieux, il veut voir son entreprise qui, voilà, qui shine bright dans le marché, et sans le sponsorship top management, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, rien que ça nous garantit une délégation d'autorité, du budget, donc de plein du power, donc du pouvoir au sein de l'entreprise, pour pouvoir justement aller voir les gens et leur communiquer avec eux, des fois leur forcer à faire des choses, forcer à respecter des bonnes pratiques du 21. Si par exemple on n'a pas ce pouvoir-là, donc on peut dire oui ou non, par exemple, durant l'implémentation. Et finalement, le jour où l'auditeur de certification va venir, il ne va rien trouver. Donc oui, peut-être vous avez la politique bien écrite et peut-être approuvée, mais sur le terrain, il n'y a personne qui respecte, donc c'est une non-conformité. Donc voilà. Il y a le... Bon, je vais me limiter à trois, donc en fait la compétence. S'il n'y a pas de compétence, parce qu'en fait souvent, je vois des gens qui disent que oui, oui, 27.1, ça, on peut lire, on peut comprendre. Non, c'est pas comme ça. Donc franchement, moi, j'ai passé peut-être 4 ans, 5 ans à faire la 27001 et je vous dis que chaque année, j'apprenais un nouveau truc durant les premiers 5 années. Donc, moi, au début, j'ai passé un an, j'ai fait beaucoup de 27001, je dis, OK, c'est bon, je suis bon. Deuxième année, ah, c'est ça. Troisième année, quatrième année, cinquième année. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui a de la compétence là-dessus, qui pourra gérer les non-conformités, qui pourra gérer la certifiabilité. Je ne voulais pas dire ça comme ça, mais bon. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y en a pas mal, hein, les questions. Oui, j'ai vu. D'accord. La prochaine question, c'est est-ce que être certifié ISO 27001 dit qu'on est sécurisé? Est-ce que ça va de pair? Est-ce que la sécurité va de pair avec être certifié ISO 27001? Ok. Question. En fait, je ne vais pas répondre à la question. Mais bon, euh, c'est pourquoi, en fait, je viens de parler de certifiabilité, si vous vous rappelez. D'accord. Donc, certifiabilité, c'est pas conformité. Donc, on peut être certifié sans être conforme si on sait comment on fait. Malheureusement, c'est le cas. Après, donc, la question dit bien, est-ce que conformité à la norme signifie sécurité? Bah, déjà, en fait, est-ce que sécurité signifie sécurité? C'est ça la question. Dans le monde de sécurité, le but de la sécurité n'est pas de se dire, finalement, après avoir implémenté beaucoup de contrôles, que on est protégé, il n'y a rien qui va toucher. Non, ça n'existe pas. Le but de la sécurité, c'est juste de rendre la vie du hacker difficile. Donc voilà, il va faire une attaque. Notre rôle, c'est de mettre aussi de restrictions, aussi de freinage qui va lui empêcher de faire l'attaque facilement. Donc c'est pourquoi on fait beaucoup de couches de solutions sécuritaires, par exemple. Donc on fait des antivirus au niveau des laptops. Après, on fait en fait un autre niveau qui est au niveau du serveur qui protège en fait au niveau protocolaire. Après, on fait des firewalls, des IDS, IPS au niveau de l'externe, UTM, etc., un WAF. En fait, on ne se contente pas d'une seule solution, mais des couches de solutions, beaucoup de mesures, rien que pour empêcher en fait un hacker de nous attaquer. Et on peut dire qu'on est relativement sécurisé après la mise en place de ces solutions de sécurité, mais jamais on peut dire qu'on est sécurisé. J'espère qu'on est bien d'accord sur ça. Donc, oui et non. Conformité avec la ISO 27001,
Donc, ça donne un niveau de sécurité au moins au niveau intangible, on va dire, donc pas vraiment techniquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'assure en moins qu'il y a des instances, qu'il y a du pouvoir qui est délégué, qu'il y a une supervision du top management après, via le management review. Donc voilà, il y a des instances qui sont créées, des comités, des révisions, des revues, etc. Donc voilà, ça signifie beaucoup de sécurité comparé à avant. Donc j'espère que j'ai bien répondu à la question. Oui, oui, c'est clair. Et juste une petite précision pour, il y a un message sur YouTube. Lors de la première question, effectivement, Abdelmalek a bien précisé la partie domaine d'applicabilité dans le processus. Il a bien précisé DDA. Ouais, Donc, voilà, ça a été bien précisé. C'était juste ouais. pour confirmer que tu en avais parlé dans la démarche. En Oui, fait, il y a un de la nos vidéo, interlocuteurs qui n'avait pas entendu parler. ouais. Donc, La vidéo, elle est enregistrée, donc vous pouvez revenir et ex- voilà. exactement. C'était juste pour faire cette précision-là. Alors, prochaine question, c'est selon de ton expérience d'accompagnement ou d'audit de SMSI, mener un tel projet peut prendre combien de temps? C'est vrai que ça dépend de la taille de l'entreprise et du périmètre, mais généralement, combien de temps on pourrait mettre pour implémenter un SMSI? Alors, donc je parlais d'une solution magique. Donc, on va acheter la documentation, des kits documentaires qui sont sur Internet. Tu vas avoir toute la documentation, d'accord? Tu vas l'implémenter comme ça, OK? Tout le monde comprend ce que ça veut dire et ça marche. On ne peut faire l'audit que, idéalement, 6 mois après, pour le temps de laisser en fait le SMSI marche pour générer des enregistrements pour chaque procédure, pour chaque voilà, pour chaque processus, générer des enregistrements records qu'on pourra auditer. Donc oui, on fait en fait l'audit contre c'est plus anglais against. Donc en fait vis-à-vis de la norme ISO 27001 et vis-à-vis est-ce que la documentation de l'entreprise est conforme avec la 27001 et finalement on va auditer le client vis-à-vis de sa documentation et de la norme ISO 27001. D'accord? Maintenant, pour l'implémentation, je dirais minimum 6 mois. Ça, c'est le minimum, en fait. Si on veut certifier un petit coin, c'est vraiment le 6 mois de durée. Après, en fait, il y a des entreprises qui ont pris des années pour se conformer. Et en fait, l'erreur qui est là en dessous, c'est qu'en fait, en faisant l'implémentation du système de management, première année, deuxième année, troisième année, ils commençaient à aller améliorer le processus et en fait, ils ne prennent pas un screenshot ou un snapshot temporel et ils bâtissent sur ça. Non, en fait, donc ils commencent à la fois l'implémentation et l'amélioration et en fait, ils n'aboutissent jamais. Donc ça peut leur prendre 10 ans sans le faire. C'est pourquoi en fait, je préfère faire appel à un expert pour faire l'implémentation, définir un plan du projet, un planning, un deadline surtout, et entre 6 mois, un an, dépendant de la grandeur du site. Je parle en fait d'un seul site, par exemple. On ne parle pas de groupes qui ont une multitude de filiales. Donc, 6 mois, un an, je pense que c'est correct. D'accord. Ok. C'est très clair. Euh, une question, généralement, dans les entreprises qui ont une DSI, une RSSI, un pôle projet, même un pôle qualité, de ton expérience, généralement, ce genre de projet est piloté par quel genre, quel type d'entité? Est-ce que il est recommandé, par exemple, que ce soit piloté euh, par une équipe projet si l'entreprise a une équipe projet ou par la RSSI ou même par la qualité, par exemple, qui a déjà implémenté soit la 9001 ou la 45001 notamment. Ça dépend, mais en fait, l'expertise, normalement, c'est plus, bon, en fait, là, tu parles de pilotage, mais donc, normalement, ce qui fait la tâche, c'est plus le département RSSI. Je suppose que le RSSI n'est pas rattaché à la DSI. On est bien d'accord. Mais après, parce qu'en fait, il y a l'implémentation, il y a l'audit. Et en fait, on ne peut pas faire les deux. Donc, si par exemple, le RSSI, c'est lui qui va faire la compliance, donc ça pourrait être un autre département. Mais généralement, c'est le RSSI et son équipe qui se chargent de tout ce qui est produit de documentaire, tout ce qui est workshop, tout ce qui est implémentation. Ils aident les autres équipes à mettre en place, à mettre en œuvre leurs procédures, parce que souvent, les informaticiens n'aiment pas trop de documentation. Donc, en fait, c'est l'équipe RSSI ou c'est le département RSSI qui va leur
aider à faire la documentation et en fait sécuriser au fur et à mesure leur processus pour finir avec un document, avec un process qui est bien sécurisé. Donc voilà, donc l'idéal pour moi, c'est que l'équipe RSSI se charge de l'implémentation et du run, donc l'exécution de la mise en œuvre du SMSI. L'équipe qualité, compliance, risk management, quoi d'autre. Donc, ça peut avoir d'autres clasures. Donc, c'est eux qui se chargent de tout ce qui est audit. Ça dépend encore une fois parce que là, si on a la qualité, c'est qu'en fait, ils se chargent de la qualité. Donc, c'est 9001, c'est un autre aspect. Dans des boîtes, je vois qu'il y a par exemple un département qui s'appelle certification, bien qui s'appelle conformité, et qui gère en fait toutes les conformités, que ce soit qualité, légale, informationnelle, data privacy et autres. Donc voilà. Et idéalement, en fait, ces gens qui se chargent de l'audit interne de la conformité doivent rattacher directement au top management, idéalement. Parce que sinon, ils ne peuvent pas mettre du rouge partout et de présenter à leur manager. Donc, si par exemple un RSSI est subordonné d'un DSI, il ne pourra pas faire un audit et flinguer en fait son chef, sinon on va le virer sur le champ. Bah ouais, tu mets du doigt sur un sujet qui est effectivement récurrent, donc la position du RSSI au sein des organisations. Donc, euh, si par exemple tu es emmené à accompagner une entreprise parce que tu l'as fait, tu as de l'expérience dessus, et qu'il y a une entreprise qui veut s'engager sur la 27001 et qui a son RSSI rattaché à la DSI, quelles sont les recommandations que tu peux faire? Bon, en fait, en tant que consultant, tu vas juste tester et en fait, voilà, parler voilà, avec sensibilité parce qu'en fait, il y a des gens bon, le contexte en fait diffère, la culture de chaque entreprise est différente. Donc, chaque entreprise a sa culture, voilà. Et en fait, il y a des gens qui s'attachent trop au pouvoir. Donc, en fait, si maintenant tu viens lui dire, bah, le RSSI doit être ton équivalent, il ne va pas accepter. Ou bien le RSSI qui, en fait, qui le voit comme son employé, son subordonné, maintenant, il va aller se rattacher directement au top management et il va lui attaquer, entre guillemets, parce qu'en fait, lui, il va voir ça comme ça. Donc, ça ne va pas passer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas virer le RSSI, il va virer l'expert qui recommande ça. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il y a à faire, c'est déjà, j'ai oublié de dire un truc, c'est que il doit y avoir beaucoup de communication, pas durant l'implémentation, mais de manière générale, il faut de la communication. Donc, il faut en fait collecter les besoins, collecter les attentes, comprendre le contexte de l'entreprise en tant que consultant externe, je parle, et en fait voir comment je peux aller implémenter la 27 comment je peux faire mon rôle pour mon client qui est l'organisme. D'accord? Donc, si je vois qu'il n'y a pas moyen, donc je peux faire une analyse de risque, risque projet, pas risque SMSI, et je leur présente, voilà, si on fait ça comme ça, on risque d'avoir beaucoup de non-conformité de l'auditeur de certification parce que ça. D'accord? Après, j'ai vu dans des entreprises le RSSI qui est rattaché au DSI, mais sans certifié. Donc, ça pourrait aller. C'est en fait il faut vraiment leur avertir, leur dire, voilà, il faut ça, est-ce qu'on peut, voilà. Des fois, c'est le consultant qui peut forcer ou imposer des trucs parce qu'en fait, c'est pas moi qui va forcer, c'est la norme. Donc, quand tu leur faire comprendre que sans ça, on ne peut pas être certifié, donc, ils peuvent réfléchir deux fois et faire les changements qu'il faut. D'accord. Autre question? Ouais, il y en a pas mal. Quelles sont les compétences que doivent avoir celui qui pilote le projet de SMSI, que ce soit un RSSI ou même qu'il soit Projet. d'une autre. Ouais. Ouais. OK. Bah, en fait, il y a les compétences que j'appelle techniques, il y a les compétences technologiques, il y a les compétences soft skills. Donc, technologique, il doit y avoir au moins un background, franchement, parce que oui, donc, idéalement, un RSSI qui faisait du helpdesk ou qui faisait admin système auparavant, donc il serait beaucoup mieux que quelqu'un qui n'a jamais connu la technologie, qui n'a jamais touché à un PC, sauf Word, Excel, ça, je n'inclus pas. Après, il y a les compétences techniques au sens où, en fait, il doit maîtriser tout ce qui est GRC. Donc, en l'occurrence, on parle de la ISO 27001, 27002, 27005, peut-être 32, 34 pour les applications et j'en passe. Donc, il faut maîtriser ces normes-là, peut-être maîtriser d'autres standards, d'autres référentiels, COBIT, ITIL, donc voilà, il y en a plein, le pentest, tout ce que vous voulez, etc. Mais le plus important de tout ce qui précède,
c'est vraiment des compétences type compétences managériales, compétences communicationnelles, comme persuasion, conviction, négociation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait le commercial en permanence parce qu'à chaque fois qu'on veut avoir l'approbation, ou bien le sponsorship de quoi que ce soit, si on a un seul projet, une analyse de risque pour le go, no go, et on présente ça au top management, on est en train de vendre. Et c'est pas facile. Donc, on est en train de négocier avec eux. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Des fois, on entend le non comme réflexe. Donc, tu balances le truc, tu entends non rapidement. Donc, il faut vraiment aller jusqu'au bout et négocier avec le top management. Il faut aussi beaucoup de communication, beaucoup de presentation, facilitation. Désolé, je dis ça en anglais comme ça. Facilitation. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir expliquer, d'ailleurs, comprendre leurs craintes, leurs peurs, comprendre le business, parce qu'en fait, ils ne réfléchissent pas comme nous, en fait, comme les informaticiens. Toi, tu vois un risque, stop. Pour lui, non. Pour lui, un risque, ça pourrait être une opportunité. Je risque 100 000 euros, mais je gagne 10 millions d'euros. Donc, je prends le risque. Oui, je vais payer, je ne sais pas combien, mais derrière, je suis sûr que le client il va payer 10 millions. Je prends les 10 millions et je paie le risque. Pas de souci. Donc, en fait, notre rôle, c'est juste d'analyser le risque, le présenter et ça va décider. C'est juste entre parenthèses. Et donc, en fait, voilà, si on prend leur peur, leur crainte, on peut leur proposer pardon, la solution. Des fois, donc, on peut parler, par exemple, des fois, on dit, si on implémente la 27001, on ne pourra pas faire, entre guillemets, des conneries, si on veut. Voilà. On ne peut pas prendre des risques. On ne peut pas, par exemple, il faut que tout soit sécurisé. Et du coup, si on a la 27001, et ça, on définit que on n'utilise plus les USB sticks, donc les clés USB. Donc, voilà. Donc, on travaille avec beaucoup de clients qui sont peut-être primitifs, qui utilisent toujours des ports non sécurisés, des clés USB. Donc, en fait, il faut rassurer. Si vous acceptez le risque, ça comme ça, donc ça passe. On est certifiable et on peut toujours continuer à utiliser les clés USB. Voilà. D'accord. OK. OK. Ben, je reste en attente. Je vérifie si on a encore d'autres questions. Alors, Oui, j'ai vu un oui. commentaire. Oui, donc il peut y avoir un PMO. En fait, je n'ai pas dit l'inverse. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas avoir un PMO pour le pilotage de projet. J'ai juste que en fait, parce que là, je parle de la ISO 27001 et elle peut s'appliquer à n'importe quelle organisation, d'accord? Donc, en fait, je donne toutes les possibilités, tout ce qui est possible. Si, par exemple, je dis non, il faut que le RSSI fasse ça, donc demain, si vous allez, par exemple, dans une banque et vous trouvez que c'est un PM qui se charge du projet, vous allez me dire, ah, c'est Abdelmec qui nous a dit non. Non, bon, en fait, il y a plusieurs manières de faire la chose. Il y a les bonnes pratiques, best practices, mais il y a aussi, en fait, des fois, donc, on peut faire des choses de manière peut-être bizarre, mais qui marchent, dépendant du contexte, de la culture de l'organisme, du pouvoir, du arrière-pensée peut-être. Donc voilà. Donc, mais oui, on peut avoir le RSSI qui drive, qui pilote. On peut avoir un PMO, on peut avoir le mec de la qualité qui n'a rien en fait à voir avec la sécurité, qui pilote le projet. On peut avoir un département conformité qui gère en fait le tout. Donc il y a plusieurs manières de faire la chose, dépendant aussi de la taille. On peut, dans des fois, trouver une seule personne qui est à la fois la COO, le RSSI, le DSI, c'est une seule personne, Joker, qui fait le tout. Donc, en fait, je ne veux pas dire que voilà ce qu'on peut faire, mais en fait, ça dépend du contexte. Il n'y a pas que ça. Mais oui, en fait, on peut avoir un PME, bien sûr. Ça, c'est l'idéal. OK. Pour une entreprise, donc une entité qui a un niveau de maturité assez faible, Mhm. euh, il arrive parfois que lors de l'audit diagnostic, on soit carrément au rouge. Donc, Oui. il y a beaucoup d'investissements à faire pour aller vers la conformité. Est-ce, quel conseil tu pourrais donner à ce genre d'entreprise? Est-ce qu'il faut absolument mettre en place toutes les mesures de traitement des risques avant d'être certifié ou il faut planifier par année? D'accord, donc je réponds en deux temps. Donc là, si vous vous rappelez, donc je parlais de certifier une cuisine, une chambre à recoucher. Et en fait, si je veux certifier une cuisine, donc je ne peux pas avoir un UTR, un firewall, un antivirus dans une cuisine. Vous voyez? Donc c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs manières de faire la chose. C'est pas tout le temps qu'on peut avoir les dernières clés technologiques pour implémenter la ISO 27001. Des fois, par exemple, pour beaucoup de process, on utilise Excel et ça marche pour la gestion des risques, pour la gestion des incidents, rien que Excel, peut-être Word pour des rapports d'incidents, etc. Donc,
Est-ce que ça demande vraiment un grand budget? Des fois, le grand budget, c'est pour l'implémentation. C'est en fait quand on we hire, quand on recrute un consultant vient faire appel à la consultance externe. Donc ça, c'est la plus grosse partie qu'on va payer pour se conformer. Ou bien la partie certification, c'est l'organisme de certification. Ces deux-là, c'est la plus grande partie du budget qui est bouffé lors de l'implémentation. Mais en interne, on peut faire les choses différemment. Des fois, c'est du manuel. Donc oui, après, donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut déjà, donc il y a la certifiabilité, donc ce qui ne demande pas beaucoup de budget. La maturité, donc on n'est pas trop, je ne sais pas comment dire le terme joliment, mais en fait, on ne va pas vraiment aller jusqu'au bout durant le premier audit de certification. Donc on est plus ou moins tolérant, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour la première itération de l'audit de certification. Donc, ça va être facile par rapport aux autres audits de certification. Les deux audits de surveillance et après les audits de certification. D'accord? Après, est-ce qu'on peut planifier des plans? Oui, mais attention. Si c'est planifié, si on a le plan d'action et c'est planifié, c'est communiqué au certification body, donc l'organisme de certification. Et en fait, l'audit suivant, ils vont venir auditer la 27001, auditer la documentation comme d'habitude, auditer en fait l'organisme, mais aussi auditer le plan d'action, qu'est-ce qui était planifié, quelles sont les non-conformités constatées l'année passée, et si c'est pas corrigé, donc on peut risque de perdre la certification. OK, OK. Une autre question. L'une des difficultés aussi pour l'implémentation, c'est souvent le manque d'implication du top management. Alors, comment impliquer la direction pour faciliter la mise en œuvre du SMSI? J'ai déjà répondu à cette question. Si vous pouvez juste revenir, je ne parle pas de toi, Yacine, je parle de l'audience. Si vous pouvez juste revenir un peu en arrière dans cette vidéo, vous allez trouver la réponse. Donc, en fait, c'est les compétences de l'implémenteur. Donc, voilà, si en fait comprendre leurs craintes et vraiment communiquer. Parce que sinon, s'ils ne comprennent pas le SMSI, ils ne vont pas s'impliquer. Parce qu'en fait, derrière, des fois, c'est des frais engagés, des efforts, en fait. Donc, on peut, par exemple, surtout si on parle de boîte de conseil qui fait n'importe quel conseil, ou s'ils font, par exemple, du conseil en cybersécurité, et eux, ils veulent, par exemple, certifier ISO 27001, quoique ce n'est pas le bon exemple. Donc, il a le choix entre envoyer le consultant lui ramener de l'argent ou bien le faire travailler sur l'implémentation. Donc, lui, il va voir qu'est-ce qui est en fait plus intéressant. C'est l'argent qu'il va avoir ou bien le consultant qui va se mettre à faire l'implémentation. Et c'est juste un exemple. Donc, il faut vraiment leur convaincre de l'importance de la ISO 27001, des bénéfices, des avantages de la certification et en fait des risques et opportunités. Quels sont les risques? Quelles sont les opportunités? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Et voilà, comme ça, si on fait passer clairement le message, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'avantage concurrentiel, il y a aussi l'avantage pécuniaire, il y a l'avantage risque opérationnel qui va être pas, on va pas éviter, mais en fait améliorer, mitiguer. Donc, il y a plein d'avantages de la certification ISO 27001. S'ils comprennent ça comme ça, je doute qu'ils vont ignorer en fait la certification. D'accord, c'est parfait. Une autre question. Euh, comment il faut définir en fait le périmètre qu'on souhaite certifier? Il faut tenir compte concrètement de quels aspects pour pouvoir bien définir son périmètre. Et est-ce que une entreprise qui a mal défini son périmètre peut avoir une non-conformité? Oui, je commence par la dernière partie. Oui, si le périmètre n'est pas bien défini, on risque de conformité pas par rapport au périmètre, mais par rapport à ce qui suit. Si par exemple, on sait que tel département, on sait qu'il y a beaucoup de choses, que c'est ingérable, voilà. On sait que c'est ingérable, mais on l'inclut dans le périmètre. Donc, c'est une source de non-conformité. D'accord? Après, comment on peut définir le score? Donc, en fait, il y a plusieurs aspects, plusieurs, mais quelques-uns. Donc, il y a l'aspect physique, donc on certifie quoi? Donc, est-ce que c'est le building, c'est le bâtiment? Est-ce que c'est le groupe? Est-ce que, en fait, c'est le bâtiment sauf cette chambre-là, sauf cette salle-là? Est-ce que c'est juste cette salle? Est-ce que les data centers inclus, pas inclus? Donc, voilà, c'est l'aspect physique. Il y a aussi l'aspect physique. Donc, généralement, c'est la carte, en fait, l'architecture réseau qui définit en fait le périmètre. Voilà, par exemple, on va certifier tout ce qui est à l'intérieur des pare-feux.
On sort par là, Internet. Donc ça, c'est les limites. Donc on fait un schéma avec les limites en rouge. Voilà notre périmètre. Il y a aussi l'aspect processus. Donc on va certifier tel que, ou bienvenue business unit. On va certifier le processus, les deux, trois processus métiers, en plus des fonctions support, HR et voire, par exemple informatique, peut-être légal, mais pas notre, par exemple, marketing, on s'en fout, par exemple. Donc ça, c'est les trois types, ou trois aspects du périmètre. D'accord, ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je ne vois plus de questions, hein. Donc, que ce soit sur Une question ici, une dernière, parce qu'en fait, il ne reste pas beaucoup de temps, 3 minutes. Qui peut mieux challenger les livrables? J'ai pas compris la question. Challenger les livrables. Dans quel sens? Je pense pas que j'aurai une réponse maintenant, mais bon, je vais essayer de répondre à cette question. Les livrables, si on parle du livrable d'un prestataire, par exemple, on fait appel à un prestataire qui va venir nous certifier, nous accompagner à ce certificat, donc qui peut challenger ces livrables. Donc, l'idéal, c'est peut-être de faire un AMOA, AME, donc un autre organisme qui va leur surveiller parce que nous, on connaît rien. On est une banque, on ne sait pas ce que c'est ISO machin. Donc, on va ramener un prestataire qui va nous raconter des conneries. Oui, c'est conforme, on ne sait pas. Donc, on va ramener son concurrent pour lui juger. Ils vont s'entretuer et résultat, les meilleurs livrables. Après, en interne, si on n'a pas de compétences, qui peut challenger, je ne sais pas. C'est pourquoi en fait on parlait de compétences. Et pour les compétences d'un RSSI, d'un PMO, d'un mec de la conformité, donc oui, ça dépend en fait de chacun. Mais généralement, c'est en fait les deux compétences, ISO 27001 lead implémentaire, ISO 27001 lead auditeur, donc pour l'audit et pour l'implémentation. J'espère que ça répond à la question, que je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que ça répond à la question ou pas? bon, je pense que effectivement, il y a ce sens. Puis peut-être il y a le sens également documentation réalisée peut-être par les différents processus, ce genre de choses. Oui, mais qui peut me challenger. Voilà, donc, moi, je veux en fait le concurrent du prestataire. Je veux en fait en interne faute de la compétence côté RSSI qui peut en fait aller fouiller dans les livrables et voir si vraiment ils sont euh, conformes avec la norme. Pareil pour la partie conformité audit interne. Donc, il faut qu'il y ait des compétences dans ce sens ISO 27007, 27008. Donc, en fait, on parle de 27001 lead implémentaire généralement qui peut aller voir, donc il va regarder le document, il va voir est-ce que c'est acceptable par rapport à la norme. Qu'est-ce qui est attendu? Et après, D'accord. ça Mais, dépend aussi du niveau de documentation, parce que par exemple, si le RSSI fait le document Scope and Context, donc on ne rappelle pas de son nom en français, mais périmètre et contexte, c'est le top management qui va challenger là-dessus. Il y a aussi en fait les lois applicables. Donc c'est le business qui comprend le mieux qu'est-ce qu'il doit inclure dans le scope, le périmètre, vu le budget, vu la grandeur, la complexité du processus, etc. Donc voilà, les lois applicables. Donc peut-être on peut ignorer quelques lois applicables, quoique en ce qui concerne la sécurité informationnelle, normalement, le monsieur qui connaît le mieux, c'est le RSSI. C'est lui qui. Donc, ça dépend en fait de quelle couche documentaire on parle. Est-ce que c'est de la gouvernance, top management, stratégique? Est-ce que c'est topic specific policies, c'est-à-dire en fait des politiques de sécurité thématique? Est-ce que au niveau procédural, des modes d'emploi, des chartes? Ça dépend en fait. Parce que, parlons de ça, si on parle par exemple de PV, peut-être c'est les mecs de l'informatique qui connaissent le mieux leur processus. C'est à dire par exemple, on fait ça, donc on s'attend à ça. Donc ça ne suffit pas, ou bien on peut aussi rajouter ça, ça et ça, parce que l'outil nous permet, rien que l'outil, il permet, en plus de ce que vous avez mentionné, on peut avoir aussi la date, par exemple, du test de backup, on peut avoir ça aussi. Est-ce que c'est quoi, incrémental ou différentiel? Voilà, c'est ce genre de trucs. Donc, ça dépend de quelle documentation on parle. ok, parfait, parfait. D'accord, il n'y a plus de questions, hein, Abdelmalek. Donc, si tu as un mot de fin ou Oui, donc en fait, je vous ouais, remercie pour cette voilà, des points à invitation. ajouter. Hmm. Oui, voilà, et en fait, je dis au plaisir de vous rencontrer dans un autre événement. Sinon, vous connaissez l'adresse, bienvenue. Donc, voilà. Merci beaucoup, Abdelmalek. Ouais, je vais y arriver. Malek.
Ça, ça, Abdelmalek, voilà, donc au nom du président de l'APSI et de tous les membres, je souhaiterais te remercier pour le temps que tu as accordé à l'association et pour la qualité également des réponses que tu as pu donner à nos interlocuteurs, nos internautes et autres. Merci beaucoup et à très merci. prochainement. À prochainement. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.